radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons parler d'entreprise et du monde de l'entreprise. C'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Villerker. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Bonjour Nathalie. Bonjour Nicolas. Vie d'entreprise alors. Tout à fait. Vie d'entreprise à l'année sur l'île de Ré. Voilà, un beau projet qui a vu jour en octobre de 2017 et qui se porte très très bien. Donc la création d'un espace de coworking. Un espace de coworking, donc c'est un espace de travail partagé, mutualisé. 200 mètres carrés de bureau où vous pouvez venir travailler donc, avec votre ordinateur parce que l'espace est relié grâce à la fibre. Donc on a un internet très haut débit. Également des salles de réunion, une plus petite salle, une grande salle, une cuisine pour pouvoir passer des moments un peu plus conviviaux. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs professionnels qui viennent travailler dans cet espace. Donc en fait, vous ne vous retrouvez plus seul à travailler et vous pouvez échanger avec tout type de professionnels et partager vos réseaux et vos compétences. C'est ouvert à tous, Nathalie, ou il faut avoir un métier spécifique ? C'est ouvert à tout secteur d'activité, tout métier. C'est ouvert aux demandeurs d'emploi, c'est ouvert aux étudiants. Alors on est sur un espace de travail, donc le travail est interdit au moins de 16 ans. Voilà. Somme toute, on est également en fait... Il y en a marre, hein. Vous pourriez exploiter les mineurs. Moi j'en ai ras-le-bol, je me casse. Oui, alors ça relève pas de ma compétence. Hein. Ah mais si vous ça le tenait... souhaitez... D'accord, j'ai compris. Si ça tient qu'à vous d'accord. Vous savez comme ça. Oui, j'ai déjà exploité des enfants pour faire le ménage dans les mon espace. Les votes, les premiers. Tout à fait. Tout à fait. Trêve de plaisanterie. Donc voilà. Cette idée, à l'île de Ré, où on n'est pas forcément les plus ouverts, mais ni les plus fermés à cela, d'où vient-elle ? Alors en fait, sur l'île de Ré, il y a quand même une belle matière grise. Il y a quand même des professionnels avec des profils très intéressants. On est sur une vie à l'année assez riche, même si l'île de Ré, on met plus un focus quand même durant la période estivale. Et en fait, de plus en plus, le travail se nomadise, c'est-à-dire que les professionnels, les indépendants, mais également se développe le télétravail, prennent leur ordinateur, vont travailler dans d'autres établissements, vont travailler chez les clients, travaillent de chez eux aussi également. En fait, on se rend compte, les entreprises se sont rendues compte que leurs bureaux, au final, ne sont exploités à temps plein que 70%. Tu penses, Nathalie, c'est un mouvement de fond ou plus un effet de mode pour être un peu provoque ? C'est un mouvement de fond. C'est un mouvement de fond. On le voit bien là, avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. L'emploi salarié n'est pas ce qui les fait rêver. Ils ont envie d'avoir du sens dans leurs activités. Ils ont envie d'avoir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ils ont envie d'avoir une liberté de mouvement. Donc, OK, pour travailler pour des objectifs, mais pas forcément pour respecter des horaires. Et si vous voulez, les espaces de coworking vous amènent cette flexibilité, cette liberté, parce qu'au final, vous travaillez quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Vous n'avez pas envie de voir vos collègues, vous venez travailler à Cowork en Ré. Mais si je veux venir travailler, par exemple, je suis en pénurie de bureaux et on sait que bon nombre d'entreprises ont ces difficultés-là, est-ce que je peux venir, par exemple, et je dis tiens, je viens pendant 6 mois, 1 an, et puis après, je vole de nouveau de mes propres ailes. Il n'y a pas d'engagement. L'usage de l'espace de coworking, en fait, se fait à l'heure, à la demi-journée ou au mois. C'est le même principe qu'une salle de sport, en fait. Dans une salle de sport, vous pouvez venir juste pour un cours, ou vous pouvez prendre 10 cours, ou vous pouvez prendre un abonnement au mois. Mais aujourd'hui, vous acceptez tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'un poissonnier qui a besoin de faire de la comptabilité, vous lui louez un bureau pour 2 heures. Tout à fait. Et j'ai des commerçants qui viennent faire leur comptabilité parce qu'ils n'ont pas envie de la faire chez eux, parce qu'aussi j'ai une grosse imprimante avec un bac de chargement pour les scans et qui viennent travailler une demi-journée pour faire leur compta. Ça veut dire que nos vacanciers actuellement, là, bien sur la plage, et ils doivent consacrer 2 jours à leur travail, ils peuvent venir vous voir, évidemment, et là, vous avez un bureau pour eux, ils peuvent se concentrer sur leur boulot pendant 2 jours. Oui, mais c'est source aussi de divorce, parce que vous leur remettez le pied à l'étrier alors qu'ils ont promis à leur femme ou respectivement à leur conjoint de ne pas travailler. Au contraire, j'ai des réservations là où justement monsieur peut accompagner madame, ou l'inverse, hein. Madame peut accompagner monsieur qui descend avec les enfants pendant une semaine et justement peut l'accompagner. Et on est sur des profils qui vont travailler par exemple de 7h à 10h30 et à 10h30 ils rentrent à la maison et ils accompagnent les enfants au marché. Ils ont fait leurs 3h30 de travail, ils ont pu traiter des dossiers, avancer sur leur mail. Voilà, ils ont pu travailler en ayant une bonne connexion internet et sans être dérangés par l'organisation d'une maison de famille avec le bruit des enfants ou parce que tout simplement il n'y a pas de bureau, d'espace dédié dans la maison. Ce qui fait le plus de ton projet, ton entreprise, c'est les équipes
équipements que tu as ajoutés? Ce qui fait le Tu plus... parlais d'une connexion Internet. Alors, Oui. c'est important, mais moi, j'habite Rivedoux, j'en ai une connexion Internet. Peut-être, hein, mais là, elle va peut-être elle va peut-être saturer dans quelques temps. Oui, mais J'ai des profils, j'ai des personnes qui viennent, j'ai des graphistes qui habitent au sud de l'île de Ré et qui viennent juste pour un quart d'heure envoyer des fichiers lourds. Non, mais Parce que les dossiers passent. Ou sinon, ils doivent franchir le pont. Non, et on sait qu'il y a une barrière psychologique à franchir le pont. Je suis d'accord avec vous, mais il suffit d'être un petit peu professionnel. Non. Avec le réseau 4G? Non, pas dans le Nord. Pas forcément. Aujourd'hui, on propose des débits symétriques, par exemple. Si on va. On est sur de l'ADSL ou de VADSL pour les particuliers, pas pour les professionnels. Et du coup, vous avez une saturation des réseaux au regard de l'affluence estivale. Et donc la fibre optique pour les professionnels, oui. Ça je c'est passe possible. Pas par un opérateur, je passe pas par un opérateur du marché public, c'est un opérateur professionnel et c'est une du fibre style optique. Rennes Télécom, on les connaît tous, ils sont sur la Rochelle notamment. C'est le groupe CESO avec qui je travaille, voilà, le groupe CESO. Okay. Et je suis en fibre optique dédiée, donc il y a que les utilisateurs de Cowork Congrès qui passent sur cette fibre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quel est l'élément de com et l'élément déclencheur que vous pouvez nous donner ici pour dire tiens, venez chez moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de venir chez vous? Est-ce que c'est un moyen également de faire du business? Bien sûr que c'est un moyen de faire du business. Il y a deux profils, si vous voulez, au niveau de l'espace de coworking. Il y a le profil là qui arrive, ceux de passage, ils ont un besoin ponctuel, une bonne connexion, un bureau, une salle de réunion. Voilà, là, c'est clairement, vous avez besoin de travailler un petit peu parce qu'on sait que l'activité professionnelle perdure durant les vacances. Vous avez votre outil de travail qui est disponible durant la saison. Et puis pour les professionnels qui vivent ici à l'année, là on est vraiment dans la recherche d'une communauté, la recherche de liens sociaux, la recherche de développement de réseau, la recherche de compétences. J'ai signé une convention la fin juin donc avec la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle justement pour mettre en place des partenariats avec les acteurs de la création, de la reprise et du développement de l'entreprise. On met en place différentes conférences, différents ateliers pour inter-entreprises, intra-entreprises pour pouvoir monter en compétences. La diversité des professionnels qui viennent travailler vous permet justement de pouvoir soit répondre ensemble sur des projets, soit de pouvoir interroger quand vous avez une difficulté. Je vous prends un exemple. Une designer est venue travailler à l'espace de coworking. Elle travaille avec d'autres designers qui sont éparpillés sur la France. Ils ont un drive où ils mettent leurs projets en commun. Elle a eu des problèmes d'intrusion sur son drive. Donc on est là sur une problématique de sécurité informatique. J'ai un coworker qui est gérant d'une société de sécurité informatique sur l'île de Ré et qui vit 4 jours par semaine et 3 jours à Paris, ici. Et je les ai mis en relation, ils ont pu échanger, elle a pu déjà identifier les prémices d'une solution. Mais vous avez un petit peu le rôle d'une... Alors peut-être que le terme va vous paraître fort, mais je pense que je ne pense pas trop me tromper. Vous êtes un petit peu une mini CCI sur le territoire. Une mini CCI. Sans le centre de formalité des entreprises. Voilà, exactement. Non, il n'y a pas de formalité des entreprises. Je préfère parler de facilitatrice ou de... Je fais le lien, en fait, entre tous ces coworkers. Quelque part, en fait, j'améliore les conditions de leur travail et justement du développement économique de leur activité professionnelle. Nathalie, tu es à Loie, tu as fait le choix de t'installer à Loie. Tu nous diras pourquoi. Et puis, est-ce que tu as des projets de t'installer ailleurs sur l'île de Ré? Alors, le choix de Loie, un espace de coworking en fait prend sens à partir d'une certaine surface, si vous voulez. Donc, il fallait que je trouve un bâtiment qui fasse au minimum 200 mètres carrés. J'ai cherché des bâtiments en location à l'année de 200 mètres carrés avec un loyer qui soit cohérent, c'est-à-dire accessible, parce que le modèle économique de l'allocation de bureaux, on est sur un modèle économique, on est sur un concept qui est nouveau. Les mentalités sont en cours d'évolution sur le sujet, donc il fallait pas que j'ai un loyer, on va dire, qui vienne plomber les charges d'exploitation. Voilà. Il se trouve que j'ai trouvé un bâtiment donc auprès d'un particulier, auprès d'un privé, dans le village artisanal de Loie. Le village artisanal de Loie a cette particularité d'être très dynamique à l'année. Voilà, il y a quand même plusieurs professionnels qui sont assez jeunes, qui sont très dynamiques. Donc, on était vraiment dans un état d'esprit qui correspondait au coworking. Et puis, en ce qui concerne les projets de développement, en fait, au niveau de l'île de Ré, on poursuit, on va dire, le développement de Cowork en Ré au niveau de Loie. Et s'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent, on n'hésitera pas effectivement à les saisir. Pour pouvoir répondre et offrir une offre globale aux professionnels qui vivent sur l'île de Ré et qui sont également de passage sur notre territoire.
En tout cas, belle initiative, Cowork en Ré. Bien évidemment, les coordonnées sur île-de-ré.com que vous pourrez retrouver aussitôt la fin de cette émission. Vous nous avez amené en objet. Jean-Claude Marmier, notre réalisateur, va nous montrer cet objet que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran de contrôle, Nathalie. Alors, c'est un panier, donc ça n'a rien à voir avec le marché. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le marché. Alors, en fait, c'est mon bureau. Voilà, c'est panier mon bureau. Et si on le voit à l'intérieur, on a la petite bouteille d'eau comme il vaut bien. Bref, les affaires personnelles. On a la pochette avec les papiers. Et on a en fait l'ordinateur dans sa pochette. Auparavant, j'avais une mallette sur roulette parce que pendant 10 ans, j'étais consultante. Et en fait, pendant 10 ans, j'étais également... Donc, vous voyagez à l'époque beaucoup? Oui. J'ai beaucoup voyagé sur l'ensemble de la façade atlantique en fait pour aller faire les audits dans les entreprises que j'accompagnais et j'avais une mallette. La mallette n'est pas forcément adéquate, donc assez rapidement j'ai troqué pour le panier et puis ça avait amené un petit côté exotique qui plaisait bien en tout cas en province. Et venant sur l'île de Ré, je me suis adaptée au marché rétais, j'ai pris le panier. Et en fait tout mon bureau est comme ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est plusieurs coworkeuses, donc des femmes coworkeuses qui arrivent à Cowork en Ré avec leur panier où dedans il va y avoir l'ordinateur, il y a la tablette graphique, il y a l'appareil photo, il y a le calepin pour prendre les notes et puis il y a le portefeuille et la petite bouteille d'eau. Voilà, on est vraiment... Donc au final, il n'y a pas d'hommes dans votre structure? Mais tout à fait, il y a des hommes, sauf qu'ils utilisent moins le panier. Ah oui, ils ne sont pas très paniers. Ouais. Non, ils sont plus tote bag. Tout le monde n'est pas Guillaume dans la vie. Exactement. Écoutez, je ne savais pas que Guillaume utilisait le panier. C'est très pratique le panier. J'ai peut-être lancé ça sur l'île de Ré, la mode du panier pour les hommes. Exactement. On peut essayer. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est assez symbolique du fait que de plus en plus, si vous voulez, le travail se nomadise. Je vois quand j'ai commencé à évoquer ce projet de coworking, plusieurs personnes m'ont dit « Mais attendez, tu ne vas pas pouvoir dans les 200 mètres carrés faire 25 postes de travail, tu ne pourras pas monter des cloisons, est-ce que tu vas mettre des ordinateurs ?» Et il se met où le pot à crayon et le cadre photo avec les enfants? Et ben, le pot à crayon, il est au milieu de la pièce et c'est des crayons qui sont partagés et mutualisés et les photos sont sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Merci beaucoup Nathalie. Cowork en Ré, on rappelle que c'est tout nouveau sur l'île de Ré et que si vous le souhaitez, vous pouvez, vous aussi, pour 1 heure, 2 heures, jusqu'à 1 mois, vous pouvez vous rendre sur place. C'est à Loie. Et on peut contacter Nathalie par le biais de île-de-ré.com, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup Guillaume. Merci Nathalie. Et très bonne journée à toutes et tous sur Naradio, île-de-ré.com, naradio.fr. Naradio, tu es info. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Destination Île de Ré. Tous les jours de 11h à midi, nous allons tenter de découvrir tous ensemble ce fabuleux territoire, notre territoire, qui est l'île de Ré. Guillaume Barny va m'accompagner la plupart du temps. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Tu es le directeur de Destination Île de Ré. Est-ce que tu peux nous parler de cette structure? Destination Île de Ré, c'est une entreprise qui est toute jeune, qui est née le 1er janvier 2016, qui a repris toutes les activités des offices de tourisme. Nous avons 10 bureaux d'accueil et notre rôle, bien évidemment, c'est d'accueillir les nombreux touristes qui viennent nous voir l'été et pas seulement, puisque nous sommes ouverts dans tous les villages toute l'année. Et c'est un réel plaisir, Nicolas, de faire cette émission avec Naradio qui va, je suis sûr, connaître un grand succès pour notre île. Espérons-le. Notre premier invité, vous l'avez choisi à Destination Île de Ré, qui est un peu carte blanche d'un point de vue éditorial. C'est Uniré qui est à l'honneur. Voilà, pour nous, impossible de déconnecter notre terroir et notre destination. Et c'est pourquoi on a demandé à Christophe d'être le premier invité. Les produits du terroir sur l'île de Ré, c'est important, notamment au niveau de la vigne et de la pomme de terre. Quand on a dit pomme de terre, c'est déjà un grand nom, une grande notoriété. La vigne aussi, et Christophe va nous en parler. Christophe Barter, Uniré, qu'est-ce que c'est? Uniré, avant tout, c'est une société coopérative agricole. Qui dit société coopérative agricole, elle regroupe donc les vignerons de l'île de Ré et les maraîchers de l'île de Ré. Donc deux activités, une activité principale avec les vins Pinot Cognac et la deuxième activité qui est les pommes de terre. Donc la pomme de terre qui est une pomme de terre primeur. Alors qu'est-ce que cette pomme de terre a de particulier avant d'aborder les vins? On verra cela un peu plus en amont dans l'émission parce que ce sera juste avant l'apéro, cette circonstance, mais parlez-nous de cette pomme de terre.
Mais la pomme de terre, c'est vrai qu'on est en pleine saison, hein, puisqu'on a démarré donc, nous depuis le 15 avril. C'est une pomme de terre primeur, qui est une appellation d'origine protégée. Cette année, on a fêté les 20 ans de la pomme de terre. Et donc elle existe depuis 1998. Hein. C'est une pomme de terre qui est plantée à partir du mois de janvier et qu'on commence à récolter donc au 15 avril, 90 jours après. Guillaume? Oui, alors tu peux peut-être, Christophe, nous donner quelques chiffres sur la production et puis aussi le nombre de producteurs. C'est toujours intéressant de montrer que derrière cette production, il y a des hommes et des femmes. C'est une économie pour l'île de Ré. C'est intéressant d'avoir quelques chiffres. Oui, tout à fait. Au niveau des maraîchers donc, qui apportent à la coopérative, c'est 18 maraîchers hein, pour à peu près entre 1500 et 2000 tonnes de pommes de terre et un chiffre d'affaires qui oscille autour de 2,5 millions, 3 millions d'euros. C'est beaucoup pour cette filière-là sur le territoire rété? Ça reste une pomme de terre, je dirais, c'est vraiment une niche. Hein. C'est vrai qu'au niveau national, on pèse pas très lourd. Mais bon, l'appellation, on est la deuxième appellation, enfin, on était la première appellation en France. Et il y a 2 appellations donc, de pommes de terre primeur, et on en fait partie. Donc on fait vraiment partie de cette pomme de terre de niche. Hein, nous, alors c'est quoi? C'est une petite, c'est une grosse pomme de terre? Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas forcément spécialistes de la pomme de terre, quelle est sa particularité? Alors c'est vrai qu'on est réputé, on est connu effectivement pour la grenaille. Hein. Tout le monde parle de la grenaille de l'île de Ré, qui est un calibre hein, avant tout. Mais on ne fait pas que de la grenaille bien sûr. Hein. Sur une production de pommes de terre, ça représente à peu près 15%, voire 20% au début de la production. Mais effectivement, c'est notre réputation sur la grenaille de l'île de Ré. Alors on la cuisine comment cette pomme de terre? À la poêle avec un peu de beurre, de l'ail Il y a plein de grands chefs hein, déjà sur l'île qui adorent la cuisiner, hein, puisque de toute façon, ça reste le produit local, ça reste le produit de saison. Hein, c'est ce qu'on dit, le légume de saison, d'avril au mois de juin, voire juillet. Et après, non, moi je dirais pour la cuisiner, il faut vraiment la cuisiner le plus facile, enfin le plus simple possible. Hein, c'est-à-dire, on la fait revenir, on la fait cuire à l'eau, et puis après juste avec un peu de sel, de fleur de sel de l'île de Ré, bien sûr, et puis une pointe de beurre. Comment toi tu la cuisines à la maison? Alors moi, c'est exactement comme ça. Je la mets au four. Hein, je la coupe, même grenaille, je la coupe, je la mets au four avec des fois un petit peu de salicorne aussi dessus. Bien sûr, la fleur de sel de l'île de Ré et les enfants adorent. Voilà, ça c'est mieux que les frites. Oui, justement. C'est mieux que les frites. Les gros formats, on peut les faire en frites ou... On peut éventuellement. Après, ça dépend des variétés, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours sur une pomme de terre qui est fritable. Mais effectivement, des grosses pommes de terre, les faire revenir au four et tout, là, on se régale quand même aussi. Ouais. Comment vous vendez au sein d'Uniré, au sein de l'île de Ré, comment vous vendez votre pomme de terre? D'un point de vue purement commercial, marketing, comment vous faites pour faire connaître votre marque? Alors déjà, bon, comme je dis, bon, il y a cette appellation qui est pour nous très importante, parce que s'il n'y avait pas l'appellation d'origine contrôlée, protégée, je pense que la pomme de terre n'existerait plus sur l'île de Ré. Voilà. Il y a cette appellation, il y a ce métier quand même, qui est quand même très particulier. Ça demande beaucoup de professionnalisme de la part de nos producteurs. Et derrière, effectivement, on arrive à obtenir ce produit. Donc effectivement, après, c'est du marketing. Hein, de toute façon, on communique, puisque c'est une pomme de terre qu'on vend dans toute la France. On communique un petit peu, même beaucoup, sur les 6 premiers mois de l'année, pour dire, voilà, on va revenir tous les ans, il faut ralimenter un petit peu, parce que c'est vrai que quand on est sur un produit qui est saisonnier, il faut rappeler à tout le monde qu'on va revenir. Mais quelque part, on est quand même attendu. C'est ça qui fait plaisir aussi. C'est que dès le mois d'avril, il suffit qu'on ait un petit peu de retard et on s'aperçoit qu'il commence déjà à y avoir de la demande, parce que les gens attendent ce produit dès la mi-avril. Combien vaut un kilo de pommes de terre de l'île de Ré? Est-ce qu'il est bien plus cher que d'autres pommes de terre? Alors après, c'est pareil. Bon, si on parle un petit peu prix, c'est vrai que sur les premières, elles peuvent paraître très chères. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est des produits qui ont été plantés souvent à la main, arrachés à la main, et beaucoup de travail dessus. Donc c'est vrai chez vous, on n'a nullement recours à la machine pour récolter? Comme j'ai dit au début, à la main. Et après, effectivement, dès qu'on avance un petit peu dans la saison, où on commence à avoir un petit peu de tonnage, là, effectivement, il commence à le ramasser à la machine. Mais alors, d'un point de vue purement technique, je suis désolé, mes questions peuvent vous paraître totalement idiotes, mais je suis un novice en la pomme de terre. Mais quel est l'intérêt de ramasser à la main en début de saison plutôt qu'à la machine d'entrée? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début... Pour faire les photos? Non, c'est pas... Les photos, c'est vrai, sont plus belles. Dès qu'on fait des choses à la main, c'est toujours plus beau. Non, après, au tout début, on est sur un produit qui est très fragile. Donc, qui dit fragile, automatiquement, on ne peut pas ramasser ça avec des machines. Donc, c'est vrai que nos producteurs ramassent ce bijou, je dirais, à la main. Alors, comment ça se travaille tout au long de l'année?
on sème, après il y a des traitements à faire. Enfin, expliquez-nous. Oui. Alors, au niveau le départ, si vous voulez, bon, on reçoit donc les semences. Ce sont des plants, ce sont des pommes de terre que l'on va mettre en germoire. Et en germoire, après, on les laisse à peu près 1 mois en germoire. Donc, il faut de la chaleur, il faut de la lumière pour qu'effectivement les germes se forment. Et on commence à planter la pomme de terre de l'île de Ré vers le 20 janvier jusqu'au 10 avril. Et là, par contre, en fonction, je dirais, du calibre de la pomme de terre, on plante déjà les plus grosses et après on avance avec les calibres les plus petits, parce que souvent les plus grosses sont quand même les plus robustes, parce qu'on a quand même des hivers qui sont peut-être pas froids mais rudes, le vent, la tempête, des choses comme ça. Donc il faut vraiment des variétés qui soient assez rustiques, et qui tiennent bien au niveau de la saison. Quel est le sol pour qu'on ait une bonne patate, bonne pomme de terre? Faut peut-être pas dire patate, je sais pas, vu que c'est une appellation. C'est ça. Non, j'ai pas. C'est moi pour le coup qui vais finir avec une patate si ça continue. Il va me violenter. Mon regard a dû suffire. Nicolas s'est repris, donc de suite, j'ai pas à reprendre, tout va bien. Mais non, effectivement, ouais, sur la pomme de terre, la question c'était quoi? Le sol. Le sol, oui, pardon. Quel sol faut-il pour faire une bonne pomme de terre? C'est bien beau de plaisanter, mais il faut suivre. Ou alors, il faut arrêter de boire un peu trop de vin. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais on n'en boit jamais assez, je sais, pour le directeur que tu es. Ça, c'est clair. C'est clair. Non, après, sur les sols, on a un petit peu... Bon, elles viennent dans le sable aussi. La pomme de terre vient dans le sable, mais on a aussi des terres. Et donc, elles viennent aussi dans les terres. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et il y a des traitements où c'est totalement bio? On sait que c'est très à la mode, la culture bio. On est sur des cycles très courts, parce que la pomme de terre, c'est quoi? C'est 90 jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de traitement. Nous, de toute façon, la pomme de terre, dès qu'elle est plantée, on la plante et il n'y a pas de traitement. Après, il peut y avoir éventuellement un désherbant, mais c'est tout. Il n'y a pas plus de traitement. Et je vous dis, en 90 jours, de toute façon, c'est quand même assez rapide. Donc, il n'y a pas on met rien dessus. Alors, désolé d'insister, mais techniquement, si on voulait faire de la pomme de terre bio, est-ce que c'est possible ou c'est pas encore... On sait que tout le monde veut supprimer le fameux glyphosate dans le vin, etc. Mais est-ce que pour la pomme de terre, on a ce souci-là? Le souci, déjà, le point de départ, c'est d'avoir un plan bio. Et ça, on ne l'a pas, parce qu'effectivement, nous, on travaille pour, je dirais, Mais ça viendra, forcément. Oui, après, il faut faire attention aussi, parce que c'est compliqué aussi, mais il en existe des plants bio. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'appellation d'origine protégée, on est sur des plants qui sont, comme par exemple Lac Maria, qui est une variété que l'île de Ré, que la coopérative, est les seuls à faire en France. Donc c'est vrai que c'est notre marque de fabrique, c'est cette variété qui fait notre pomme de terre, même si derrière on en a 2 autres aussi qu'on travaille. Mais c'est vrai que Lac Maria, c'est une variété qui est historique, qui est réservée à l'île de Ré. Donc ça veut dire que elle pourra jamais être bio, c'est pas possible. Mais on la mange avec quelque chose de particulier, du poisson, de la viande, tout on peut la sortir à tous les produits, de toute façon, que ce soit de la viande, du poisson, en salade, ça c'est l'avantage, de toute façon, de la manger sur toutes les sauces entre guillemets. Et toute la production, on la mange localement, dans les restaurants du coin? Alors attention, pas en pommes de terre, parce que c'est vrai que si on commence à manger 1500 ou 2000 tonnes, on va vite arriver à être rassasié. Vu les afflux touristiques, ouais. On aurait pu l'envisager. Oui, mais après c'est pareil, c'est une production qui est sur 10 semaines. Donc c'est vrai que sur 10 semaines, 1500 tonnes, ça fait quand même beaucoup de pommes de terre. Et là par contre on la commercialise au niveau national. On est présent au niveau national. Donc après on la met dans des espèces de cagettes, dans des cartons. Comment on conditionne tout ça? Comment vous faites pour... Après, nous ce qu'on fait effectivement, le producteur ramasse sa pomme de terre donc, dans les champs très tôt le matin. Il nous les apporte à la coopérative vers 8h, 8-9h. Nous, on lave, on calibre, on conditionne. Et les premiers camions partent dans la France entière à partir de midi. Guillaume? Oui, alors la pomme de terre est un produit phare de la destination touristique, et puis de l'île de Ré, tout simplement. Je le disais tout à l'heure, c'est une partie de notre économie qui est importante. Alors ce qui est important pour Destination Île de Ré, puis la coopérative Uniré, dans laquelle on a engagé un partenariat, c'est d'en faire la promotion aussi à l'extérieur, tout au moins d'aller appâter nos touristes et les appâter avec des produits de qualité. On les met en musique grâce à un chef qui s'appelle Daniel Massé, qui était au Chaboté auparavant et qui donne de son temps aujourd'hui pour mettre en musique tous ces produits. On est présent avec le Stade Rochelet sur des opérations à l'extérieur, on les accompagne sur les déplacements, comme à Lyon, comme à Clermont-Ferrand ou Toulouse. C'est toujours assez magique donc de les voir. Vous partez voir. avec vos bourriches de pommes de terre? Exactement. Alors quand c'est la saison, parce que Christophe le disait tout à l'heure aussi, c'est un produit de saison et on le respecte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir trop tôt dans l'année et on ne peut pas l'avoir trop tard. Bon, ça tombe bien en général avec le calendrier du top 14, on arrive toujours un petit peu à en avoir en primeur. Et alors là c'est toujours super
d'aller comme ça faire la promotion du territoire avec un produit. Alors à savoir, est-ce que c'est le produit qui fait la destination, est-ce que c'est la destination qui fait le produit? En tout cas, on est sur un mariage où on ne veut pas déconnecter les hommes, le terroir et la destination touristique. On se retrouve dans quelques instants. Notre invité du jour, c'est Christophe Barter, le directeur d'Uniré. On parle pommes de terre et vin. Ça tombe bien, c'est juste avant midi. A tout de suite. La radio, Tube et Info. De retour, c'est Destination Île de Ré sur naradio, île-de-ré.com, naradio.fr. Aujourd'hui, en ce lundi, nous évoquons les bons produits de notre terroir avec Christophe Barter, directeur d'Uniré, qui est la cave coopérative où on jouxte entre les pommes de terre et le vin selon la saisonnalité. C'est un peu ça, Guillaume, hein? Exactement, après la pomme de terre et non pas la patate. Oui, hein. c'est vrai. On va parler... On va pas revenir là-dessus. On va parler du vin, qui est quand même l'activité principale d'Uniré, Christophe. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Au niveau du vin, c'est vrai que la cave coopérative, c'est une activité pour nous qui est annuelle, puisque on a ce travail quand même toute l'année, contrairement bien sûr aux pommes de terre. Et le vin, c'est 520 hectares de vignobles. C'est des vins blancs, des vins rosés, des vins rouges, du pinot, du cognac. Du cognac. Voilà, il y a un petit peu trop de On est chemise. encore sous l'appellation cognac sur Tout à l'île de fait. Ré. Il Ouais. faut le dire parce que c'est vrai que les touristes ne le savent pas suffisamment. Et d'ailleurs, les Rétais ne le savent pas non plus tous. Mais il y a du cognac sur l'île de Ré. On fait du très bon cognac sur l'île de Ré. Oui, tout à fait. Quelle est la réputation du vin de l'île de Ré? Est-ce qu'il est considéré comme étant un vin succulent ou au contraire il y a encore quelques réticences? Alors on peut pas convaincre tout le monde, hein, c'est comme un politique, un joueur de foot, un journaliste, une radio, enfin voilà, mais est-ce qu'il y a encore des réticences ou vous bossez majoritairement avec tout le monde sur le territoire? Après, bon, il faut savoir que nous, on fait 2 millions de bouteilles et bon, on arrive à les vendre quand même sur l'île de Ré à 80%. Les autres 20%, c'est sur le pourtour Rochelet, donc je pense quand même que ça doit plaire. Après, bon, il y a eu des investissements quand même assez importants sur l'île de Ré, enfin sur la cave coopérative, pour améliorer nos produits. Depuis 2 ans, on a une nouvelle salle des pressoirs. C'est un œnologue à l'année. C'est des études de terroir qui sont faites quand on effectivement plante un nouveau cépage sur une certaine parcelle. Donc tout ça fait que tout ce travail en amont, bon, je dirais que depuis 15 ans, les vins de l'île de Ré se sont bien améliorés. Alors 2 millions de bouteilles, le rouge, le blanc, le rosé, quel est le ratio là-dedans? Les proportions sont à peu près à 50-52% de rosé, parce qu'effectivement on vend beaucoup de rosé sur l'île de Ré. Étonnant. Et après on est à peu près 25-25, 25 de blanc, 25% de blanc et 25% de rouge. Et en degrés, ça tape comme on dit vulgairement ou... Non, on est sur, on est sur des vins, je dirais, tout à fait abordables, même au niveau du degré. Après, ça dépend des années. Effectivement, des années où il peut faire chaud, on peut avoir un petit peu plus de degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est pas l'intérêt non plus de faire des trop forts degrés. Sur le rosé, on n'essaiera pas. Le blanc non plus. Après le rouge, effectivement, ça dépend des années. Guillaume? Oui, alors le deuxième produit phare, premier en termes de production, c'est ça, Christophe, Oui, sur l'île de d'activité, Ré. oui, effectivement. L'activité, là aussi, Oui. c'est un produit qui se marie avec les autres produits du terroir et on y tient. C'est important, je rappelais un petit peu en off tout à l'heure que je dirais le premier critère de sélection du restaurant quand on est sur son lieu de vacances, c'est les produits locaux. Et ça, c'est important. Et donc, c'est important à un moment donné d'avoir son petit coup de blanc avec les huîtres. Donc tu veux ou dire ce que genre d'éléments. celui qui ne choisit pas le vin de l'île de Ré pourrait faire une erreur stratégique? Je dirais qu'il pourrait avoir une demande qui Ça ne te fait pourrait pas sourire, cette satisfaire. question. Hein Ouais. ouais. Non, parce que c'est plutôt drôle, parce qu'on se dit comme ça, quand on est en vacances, on a tous voulu goûter le produit local. C'est comme quand tu vas à Évidemment. Saint-Émilion, Alors, tu bois du vin de Saint-Émilion. c'est ça. Alors, un pinot de l'île de Ré, il y a du pinot sur l'île de Ré qu'on en profite. Hein, il y a du cognac qu'on en profite aussi. Et puis, il y a les 3 couleurs du vin aussi. Et je crois, Christophe, que vous faites de nouveaux produits, vous vous lancez comme de nouveaux produits. Tu nous parleras du bio peut-être un petit peu plus tard fait. aussi, parce Oui, que là, vous avez tout à fait. avancé Oui, c'est au vrai. niveau du On numéro des avance aussi. producteurs. Bon, voilà, vous faites des choses nouvelles. Oui. Tous les ans, on essaye quand même de créer quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a une dynamique aussi au niveau de la cave coopérative, puisqu'il y a des producteurs qui se sont lancés dans le bio. On a 5 producteurs donc, qui font du bio et nous depuis 2 ans donc, on a sorti un vin rosé qui s'appelle l'Azuré et cette année on a sorti le l'Azuré rouge. Donc c'est vrai que c'est des nouveaux vins qui sont c'est sympathique. Enfin, bon, c'est vraiment, quelle est la c'est facile à différence? Parlez-nous-en de ces vins. On est à quelques minutes de l'apéro, mais quand même, il faut nous en dire plus. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? La particularité, elle est au niveau de la culture. C'est vrai que là, au niveau de la culture, ça reste quand même. C'est pas du traditionnel. Je dirais il y a des produits, il n'y a pas de phyto, il n'y a pas d'insecticide, il n'y a pas de choses comme ça de toute façon. Il n'y a pas de glyphosate. Il n'y a On pas sait de. que c'est l'actualité. C'est ça. Ça te fait sourire, mais on se C'est doit vrai. te poser la question. Tout de suite, ouais, tout est. Au niveau de l'agriculture, tout est ramené au glyphosate, mais c'est vrai que
comme tu le dis, on en entend beaucoup parler. Mais non, sur le bio, voilà, les produits sont quand même très limités. Donc on voit des fleurs dans les parcelles de vignes. C'est ça, on voit du lazuré, on voit le papillon aussi, qui est sur nos bouteilles. Ce papillon aussi, il revit sur l'île de Ré, parce qu'il n'y a pas tous ces produits non plus. Ça veut dire, Christophe, comment tu vois les choses par la suite? C'est de transformer une bonne partie de la production en bio ou de rester un peu sur le traditionnel? On avance tranquillement. Après, bon voilà, il y a une volonté effectivement de nos producteurs, de certains producteurs. Ça grandit aussi au niveau des hectares. L'important c'est ça. Mais bon, c'est vrai que sur le traditionnel, il restera quand même du traditionnel. Et nous, le travail qu'on a à faire, c'est qu'effectivement, il faut qu'on puisse limiter tous ces produits, tous ces intrants, pour qu'on puisse avancer. De toute façon, ça fait très longtemps qu'on est en culture raisonnée. Et bon, on avance bien là-dessus aussi. On n'utilise plus du tout d'insecticides, puisqu'on travaille maintenant avec tout ce qui est ce que nous on appelle la confusion sexuelle au niveau des papillons, pour éviter justement de travailler sur les insecticides. Drôle de thématique quand même. Tout à fait. C'est tout un débat. C'est important de le rappeler, Christophe, parce qu'on veut vraiment que notre île elle soit protégée. C'est une île avant tout qui fait la différence, parce que c'est une île protégée, c'est une île sauvegardée. Et vous avez raison, producteur, de vous intéresser à tous ces sujets-là et de les mettre en place, peut-être bien avant les autres, avec ce terme précis, donc je te laisserai l'utilisation. Alors, quels sont, parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce type d'expression, mais c'est aussi ça, après tout, ce n'est que de la radio et de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Destination Île de Ré, le site c'est île-de-ré.com. île-de-ré.com, exactement. Et bien évidemment sur naradio.fr. Quelle est la stratégie? Quels sont les projets à venir pour vos vins? Parlons que des vins pour le moment. Sur les vins, effectivement, bon, on a ce gros travail au niveau de tout ce qui est phyto, de toute façon, de par tout ce qui est environnemental. On y est poussé, mais on a déjà pris de l'avance, nous, quand même. C'est vrai que sur l'île de Ré, on le sait, c'est un domaine c'est un environnement qui est protégé, qui est très surveillé. Donc voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, et on ne fait pas n'importe quoi en plus. Mais ça, c'est important déjà de prendre de l'avance par rapport à ça, et de travailler, je dirais, sans vraiment en bonne intelligence. Du coup, il n'y a pas de concurrence vu que vous êtes tous ensemble en coopérative. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va à la coopérative se plaindre qu'un tel ou un tel a fait tel ou tel traitement, ou il a récolté de telle ou telle façon. Non, l'avantage, c'est qu'effectivement, on a des techniciens... L'union fait la force. C'est ça, ouais. Je pense que ça, c'est le point fort aussi, surtout sur un petit périmètre comme ça. Et l'avantage aussi, c'est que entre eux, ils peuvent progresser comme ça, on se parle. Il y a des techniciens à la coopérative qui sont là pour les aider aussi, et ça, c'est important aussi. Les viticulteurs du territoire, qui sont-ils? Ce sont de vieilles familles rétaises ou comme à Saint-Émilion, etc. Enfin, pardon pour la référence, mais ou Bordeaux, il y a des pièces rapportées, il y a des acquisitions ou des fusions-acquisitions. Comment ça se passe? Quel est le maillage territorial? Le maillage territorial, bon, au niveau de la vigne et du maraîchage, c'est pareil, parce qu'on retrouve systématiquement les mêmes familles qui font du vin. Souvent, ils font aussi de la pomme de terre. Sur nos 18 maraîchers, il n'y en a vraiment que 2 qui font que de la pomme de terre. Le reste aussi font de la vigne. Mais avant tout, ce sont des familles rétaises. De toute façon, c'est vrai qu'on fait ça de père en fils. On commence à avoir un petit peu d'apport extérieur, mais c'est compliqué, effectivement, de venir travailler sur... Les Chinois Pas encore. Non, mais... On n'est pas pressé. Qatari. Les Qataris dans le vin, je ne suis pas convaincu, mais pourquoi pas. C'est jamais... Parlons maintenant du Pinot. Donc vous en faites quoi? Un rouge, un blanc? On fait un rouge, un blanc et un vieux Pinot en blanc. Donc nous, c'est Ilrea. Donc le Pinot, aussi bien rouge que blanc. Et donc on fait un vieux Pinot qui est un 5 ans d'âge. Et puis il y a aussi le cognac. Et le cognac, oui, qui représente pratiquement la moitié des hectares. La moitié de la production passe dans le cognac. Ces vins sont distillés pour faire des eaux de vie. Alors, l'union fait la force, on le disait, pas d'antagonisme, ce qui est plutôt pas mal pour un si petit territoire. La stratégie de commercialisation, tu parlais des 80% vendus ici, 20% en banlieue rochaise et à La Rochelle intramuros, mais vous n'envisagez pas de produire plus pour gagner plus? Après, bon, c'est pareil, on peut pas. On a 520 hectares. Il faut faire attention. C'est pas la peine. Si on est arrivé là avec de la qualité de produit, il faut pas non plus qu'on ait des rendements trop importants, parce que systématiquement, si les rendements sont trop importants, on n'aura pas la qualité. La partie qualitative, on va la perdre. Il faut faire attention parce que tout ce travail, il a été fait depuis des années, et il faut justement limiter ces rendements. Je pense surtout au rouge.
où là, il faut quand même se limiter. Hein. Tu parlais de Saint-Émilion, et je ne pense pas qu'ils aient des rendements trop importants aussi sur Saint-Émilion. On n'est pas à Saint-Émilion non plus. Mais indirectement, et de par cette décision-là, vous êtes quand même fort, parce que comme dans d'autres grandes villes de vin, plus on raréfie le produit, plus on le vend plus cher. Oui, il y a un peu ça, mais après, voilà, il y a ce côté qualitatif aussi qui est important. Il faut faire attention. Mais les deux vont de pair dans le vin. C'est vrai. C'est un art au final. C'est ça, tout à fait. Guillaume. C'est un peu à l'image de l'île de Ré, hein. Je le rappelle, on vit sur 20% de l'île. Il faut se rappeler de ce chiffre, hein. 80% de l'île est inconstructible. Et quelque part, faire de la qualité sur l'île de Ré, ça a toujours été la marche à suivre. C'est-à-dire ne pas en faire trop non plus, ne pas être dans la quantité, dans la masse, pour respecter le territoire. Et c'est peut-être ça aussi au niveau de la vigne. Respecter l'agriculture, c'est aussi pas en faire des tonnes et des tonnes. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai qu'auparavant, il y avait beaucoup plus d'hectares sur l'île de Ré. Il s'avère que on faisait des hectos, hein, c'était des hectolitres. Bon, beaucoup partaient sur le cognac, donc là, c'est pas trop gênant. Mais après, sur les vins, si on veut de la qualité, il faut savoir réduire les rendements aussi. Il nous a mis à l'eau à la bouche, pardon, tu vois, j'ai dû consommer un peu trop de vin. Voilà. Le vin à la bouche. L'eau à la bouche. On se retrouve dans un instant sur île-de-ré.com, naradio.fr et bien évidemment sur votre radio. C'est la dernière ligne droite. À tout de suite. Naradio, Tube et Info. De retour, il est presque midi, il nous met l'eau à la bouche depuis tout à l'heure sur naradio-île-de-ré.com en compagnie de Guillaume Barny, le directeur des différents offices du tourisme. Ils sont au nombre de 10, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque ce n'est que la première émission estivale. Notre invité, c'est le patron, encore un, de la cave coopérative. C'est comme ça que l'on dit ? Dans le micro toujours. La coopérative Uniré. La coopérative Uniré, donc tu nous parlais des pommes de terre, tu nous parlais du vin, du terroir, du territoire, de la façon dont vous bossiez les produits, etc. Quels sont les objectifs en termes de vente quant au cognac ? D'abord, parle-nous du cognac parce qu'on n'en a pas encore parlé. C'est un petit produit pour la coopérative ou au contraire c'est un gros produit ? Puis après, quels sont vos objectifs ? Ouais. Non, le cognac reste un produit très important, hein, de toute façon, puisque la moitié de la production part justement en eau de vie, hein, qui dit eau de vie au cognac. Donc là, par contre, on ne parle plus de bouteilles, hein, parce que c'est vrai qu'au niveau des ventes de bouteilles, on sait qu'à 97%, les ventes de cognac se font à l'export. Donc nous, on n'est pas bien sûr équipé course pour vendre à l'export, donc nous, on vend nos eaux de vie, c'est-à-dire qu'on récolte le vin pour faire l'eau de vie, on distille, hein, et après les eaux de vie, on les stocke sur l'île de Ré, ou un petit peu sur le territoire cognacé, et on vend après aux maisons de cognac. Hein. On est contractualisé avec Camus, les cognacs Camus, une des plus vieilles maisons. Qui est plus vieille maison, la seule maison maintenant familiale, hein, au niveau cognac, hein, c'est la 5e maison de cognac. Et ça, pour nous, ce partenariat est important parce qu'en fin de compte, il propage, c'est le cas de le dire, hein, où il parle de l'île de Ré dans le monde entier, grâce à Camus. Et ça, c'est vrai que c'est important au niveau du cognac. C'est une image qui est tout à fait superbe. Alors, pour avoir visité, moi, Camus, hein, la cave, déjà, c'est une visite qui est assez fabuleuse. Oui. Alors, c'est toujours intéressant, on vient de l'île de Ré, on va à Cognac, et là, qu'est-ce qu'on découvre ? Le terroir de l'île de Ré qui est mis en avant dans une maison familiale. Et quelle maison familiale ? Tu as remarqué qu'il dit qu'on va à l'île de Ré, mais il ne nous dit pas comment il en est revenu. Mais enfin, je dis ça, je dis rien. On n'aura peut-être pas la réponse. Mais non, je le garde pour moi. Alors, ce qui est assez fabuleux à Camus, c'est qu'on peut faire nous-mêmes notre cognac. C'est ça. Hein, ils ont inventé quelque chose de super. Hein, c'est on peut nous-mêmes créer notre assemblage, c'est ça ? C'est un blend master. Voilà. Ça s'appelle un blend master. Et c'est absolument génial, hein, Camus. Et c'est vrai que le cognac, je disais tout à l'heure, c'est pas suffisamment connu. Ça reste quand même quelque chose qui est incroyablement exporté. Donc il y a très peu de Français qui boivent du cognac et c'est dommage. C'est ça. Parce que ça reste quand même le digestif. Ouais, digestif. Et puis on essaie de le lancer, enfin pas nous spécialement, mais c'est vrai qu'en France on parle de cocktails, hein, à l'apéritif ou des choses comme ça, mais on part de très loin. On part de très très loin. Donc. Justement, il fut un temps où il y avait quand même de larges campagnes de com. Le cognac Tony avec un peu de Schweppes, voilà, du cognac avec du coca. Enfin, est-ce que c'est pas non plus la porte ouverte à n'importe quoi ? Moi, je veux bien entendre tout cela, mais ça reste un vrai produit du terroir. Ça reste un produit du terroir. Après, ce qu'il faut savoir, il y a des jeunes cognacs, il y a des cognacs un petit peu moins jeunes et des vieux cognacs. Donc après, il faut adapter en fonction de la consommation qu'on veut faire. C'est vrai que si on le veut en cocktail, on part sur des cognacs jeunes. Et puis après, même à l'apéritif, hein, un vieux cognac, c'est bien aussi. Alors, le cognac, excuse-moi Nicolas, le cognac Camus, il se boit un peu comme un scotch. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre au congélateur ou avec de la glace et puis on le boit un peu comme ça. C'est un des best-sellers de Camus. Hein. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Donc, avec Île de Ré partout dans le monde, donc ça donne une promotion du territoire, pas n'importe laquelle parce que c'est un produit de qualité. Oui. Et là, on retrouve un peu, je dirais, le saveur en Ré, hein, c'est-à-dire
à la fois le produit du terroir et puis la dimension destination. Ouais. Excepté qu'il faudrait trouver un agriculteur dans le coin pour cultiver du tabac et faire des cigares de l'île de Ré. Parce que cigare cognac, force est de constater que c'est plutôt agréable. Hein. C'est ça. On a choisi la pomme de terre. Tu me fais peur avec le tabac. Là. Tant que c'est du tabac, ça va. Ouais. C'est sur la pomme de terre, c'est tout. Ouais. C'est vrai que fumer les pommes de terre, c'est un petit peu... Donc la stratégie de com, finalement, il n'y en a pas puisque tout part. Oui, non, il faut juste se faire connaître sur l'île qu'il y a effectivement du vin, du pinot, du cognac. Souvent, les gens arrivent ici, ne se doutent pas qu'il y a toutes ces vignes. C'est vrai qu'on vient sur l'île quelquefois, c'est les pistes cyclables, c'est vrai que ça attire beaucoup, les plages. Mais c'est vrai que les gens sont étonnés de voir toutes ces vignes quand même sur l'île de Ré. On a parlé du vin, on a parlé des pommes de terre, mais est-ce que Uniré a fait un autre produit, va faire un autre produit? Est-ce qu'il est peut-être, je sais pas, question, tu as peut-être une info à nous donner, Christophe, là, il y a un projet. Il y a eu l'asperge, non? Il y a eu l'asperge, l'asperge. effectivement. Ouais. Il y a eu l'asperge, il y a eu le chou aussi dans les années... ça s'est terminé dans les années 2000, par manque de bras, je dirais. Hein, donc, Et la salicorne, vous y avez pensé? alors la salicorne se fait sur l'île de Ré, effectivement, il y a des producteurs. Mais ça passe salicorne. pas On a par des producteurs, mais Ça c'est pas une passe pas par- coopérative, ça passe pas par... Ça passe pas par Et la les coopérative. sauniers, vous n'avez pas réussi à les fédérer autour de vous? Mais les sauniers, c'est pareil, il y a une coopérative aussi des sauniers. Ils sont organisés en coopérative. C'est C'est ça vrai aussi. que l'île de Ré a ça, c'est ce monde de coopérateurs, Tout à fait. plutôt intelligent dans une approche de l'agriculture. Et de travailler en commun. On est sur des petits territoires, donc il faut mettre les choses en commun, et c'est Mais comme ça est-ce qu'on qu'un progresse. jour, on peut envisager la fraise de l'île de Ré, je sais pas, la cerise, les myrtilles, parce qu'il y a des forêts, donc voilà. Enfin, vous avez envisagé... Quelles sont vos perspectives de développement? C'est ultra confidentiel ou au contraire, vous n'avez strictement rien prévu? Non, c'est pas confidentiel. Bon, après, nos producteurs avant tout, bon voilà, ça reste ce sont des vignerons et ça reste des maraîchers. On reste vraiment sur ces métiers-là. À nous après de faire progresser au niveau des vins. Hein, ça, c'est pour nous, c'est important de faire de la qualité, de créer des produits et de montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire au niveau qualitatif. Alors la coutume, c'est de nous ramener un objet. Donc, qu'est-ce que tu as prévu? Alors, ouais, ça va être un objet incroyable. Ne tombe pas, hein. Surtout, on va croire que tu as consommé tout cela avant. Voilà. Alors, donc, dans le micro toujours, il ne faut pas parler dans la bouteille. Tu vois, on voit l'habitude quand même. Il a voulu prendre. En fait, J'ai pris la bouteille, j'aurais dû faire Ne l'inverse. confonds pas les deux, hein. Il est malin. Il a voulu prendre la bouteille au goulot. Ne la casse pas, ce serait quand même dommage. Donc, alors, on va regarder. Ah, tiens, très bien, tu m'aides, là, ça me paraît bien. La marque, voilà. On est sur l'apéritif frété, là. Le pur apéritif Alors, frété. Pinot des Charentes, C'est ça. Ilréa, pourquoi ce Ilréa, nom? tout à fait. Mais c'est vrai que c'est Ilréa. On retrouve le nom Île de Ré, hein, de toute façon. En latin, je pense. Hein, donc mais c'est notre marque de fabrique, pardon. C'est le Pinot vraiment de l'île de Ré. C'est l'apéritif. Voilà, on rencontre quelqu'un, on va chez quelqu'un, chez un producteur. Tiens, viens boire un petit peu de Pinot. C'est voilà, Alors, c'est le moi, côté. Oui, tout à fait. Tous les produits Et sont 100% moi, je Île de vois Ré. au dos de la bouteille une mention contient des sulfites. Donc Tout à ça veut dire que le Pinot bio, ça n'existe pas? Pas sur l'île de Ré. Effectivement, nous on le fait pas. On fait simplement que les vins, mais le Pinot bio existe effectivement sur le continent aussi, puisque c'est une appellation aussi qui est sur la région de Cognac. Alors le Pinot rouge, avec quoi il se boit? C'est uniquement l'apéro aussi? C'est juste une question. C'est de l'apéritif, ou alors après on peut le boire aussi sur des desserts. Ça se fait aussi en dessert, et le Pinot blanc peut se prendre aussi sur du foie gras ou des choses comme ça. Bon, bien écoutez, si on a une auditrice qui veut nous faire un petit gâteau, on va prendre la bouteille en otage avec Guillaume, puisqu'on ne savait pas quoi manger à midi. Eh bien, ce sera le cas. Donc ça, ce produit-là, on le touche à combien? Enfin, on l'achète combien? Il est autour de 8 €, Voilà, et on le trouve sur toute l'île. toute l'île. Et à la cave coopérative aussi. Quelles sont les différentes gammes de prix que vous exercez au sein d'Uniré, entre le vin, le cognac, etc. Les vins sont entre 3 et 6, enfin 4 € et 6,50. Et sur les Pinots, on est entre 8 et 10 €. Ce qui est quand même plutôt Ah, raisonnable. là, très raisonnable. Ouais, tout à Alors fait. pourquoi nous avoir amené une bouteille plutôt qu'une bourriche de pommes de terre? C'est parce qu'il était plus facile de nous amener une bouteille? Il y a un symbole, bon effectivement ça aurait pu être les pommes de terre de l'île de Ré, mais le Pinot quand même, voilà, c'est l'apéritif frété. Donc c'est vrai que c'est le symbole quand même de l'île de Ré aussi avec cet apéritif. Comment tu envisages, comment tu vois l'île de Ré dans les mois, dans les années à venir? Comment tu la rêves? Comment je la rêve déjà bon, au niveau agricole, c'est vrai que il
on s'aperçoit que de plus en plus, ça plante. Enfin, on voit qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup de plantations, il y a à peu près 20 hectares tous les ans qui sont plantés. Et ça, quand on circule un petit peu sur l'île de Ré, on s'aperçoit qu'il y a vraiment de l'enthousiasme, il y a des vignerons qui ont envie de réussir. On est là pour les aider aussi, et on voit toutes ces jeunes vignes. Et ça prouve un peu le potentiel qu'on peut avoir aussi au niveau des vignerons et de la cave coopérative. Guillaume. Oui, c'est important, l'agriculture sous toutes ses formes. Et il y a beaucoup d'agriculteurs, quand on y rajoute les ostréiculteurs, qu'on peut considérer dans l'agriculture. Quand on y rajoute les sauniers, on a vite fait à peu près 200 emplois, même peut-être plus sur ces trois activités avec ce qui se passe à Uniré. Donc c'est un métier important qui est pris au sérieux aussi par la collectivité, et qui est pris au sérieux également par Destination Île de Ré. Donc vive l'agriculture sur l'île de Ré pourvu que ça continue. Et justement, vous allez aider des jeunes à venir s'installer sur le territoire. Ça fait partie de vos objectifs ou vous n'avez pas suffisamment de terre pour cela? Si les terres, si on peut en avoir. D'ailleurs, on est en train de recenser un petit peu toutes les terres, les friches et tout ça pour voir ce qu'on peut faire Il y a derrière. de la jachère sur le territoire ou pas du tout? Si, il y a de la jachère parce qu'effectivement, il y a des terres qui sont devenues non cultivées et automatiquement, on sait qu'après, ça part vite Il y a en toujours des friche ou des primes de choses comme l'État ça. qui existent pour cela? Pour planter, oui, effectivement. Pour planter de la vigne, il y a toujours des primes France Agrimaire pour planter. Donc un jeune veut plaquer sa vie parisienne ou dans une grande ville, il peut venir s'installer ici. Il aura l'aide d'Uniré, sans doute l'aide des collectivités ou de la CCI. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, mais c'est vrai que c'est envisageable aujourd'hui. C'est ça. Après, c'est ce que je dis, on peut l'aider parce que le but, nous, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est de créer une société pour justement pouvoir acquérir des terres, pour effectivement essayer d'attirer les jeunes, les aider au départ, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On les lâche. Je dirais, une fois qu'ils ont fait quelques années, c'est eux qui reprennent les terres, et puis on y va comme ça. Mais c'est vrai qu'au départ, on peut les aider. Il y a obligation aujourd'hui, si on veut devenir agriculteur, d'avoir fait un minimum d'études, comme on demande un diplôme pour les coiffeurs, pour les esthéticiennes. On demande un BTS ou un bac agricole, ça existe? Oui, tout à fait. Et après, c'est pareil. Il y a un minimum quand même de gestion à avoir. Il faut faire attention aussi. Et la culture, c'est bien, mais il faut être un petit peu gestionnaire quand même. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de la crise que ce ne fut le cas par le passé. Est-ce que ça veut dire que les différentes filières de l'agriculture française vont mieux, bien mieux? Ça dépend des secteurs. Nous, on a la chance d'être sur un territoire privilégié. Et ça, pour nous, c'est quand même très important. Est-ce que ceux que tu diriges, entre guillemets, est-ce qu'ils s'en rendent compte d'être des privilégiés? Je pense que oui, quand même. Oui, je pense que oui. Finalement, un agriculteur, il est pas en dessous du SMIC à l'île de Ré. Non, on arrive à bien vivre. De toute façon, il suffit de les interroger. Effectivement, on arrive à bien vivre quand même de l'agriculture. Que ce soit en pommes de terre, en vigne. Les débouchés sont là. Quand c'est bien travaillé, on arrive à bien vivre quand même de l'agriculture. Guillaume. Oui, c'est un petit peu la difficulté de l'économie rétaise. Ce n'est pas une activité linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des temps forts et des temps un petit peu plus creux qu'il faut gérer. Il y a la saisonnalité qui joue. C'est-à-dire que là, on est désormais sur la période où on va avoir une forte activité pour nous dans le tourisme, pour vous dans l'agriculture aussi. Il faut s'y adapter, c'est-à-dire qu'il faut recruter en conséquence. Et puis il y a des temps morts aussi dans l'année qu'il faut pouvoir gérer. Donc une fois qu'on a, je dirais, ces capacités à bien gérer une activité qui n'est pas linéaire, ça se passe bien parce qu'on vit particulièrement bien sur l'île de Ré quand même. Et je crois que nos agriculteurs, c'est aussi le cas. Oui, tout à fait. Non, puis après, il y a source de création d'emplois, et ça permet ça amène du monde aussi sur l'île, il y a une activité, et ça, je pense que c'est important aussi, de garder tous ces gens-là pour travailler. Merci beaucoup, Christophe Barter. Merci. Merci. À toi, Guillaume. Merci, Nicolas. Merci, Christophe. Excellente journée à toutes et à tous. Dans un instant, la pub, les infos. Merci de votre fidélité. La radio, Tube et Info.